partis pris nous ont rejoint Ruth Elkrief pour la politique, Abnous Chalmani pour l'international et Dominique Seux pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Votre parti pris politique, Ruth, on le mesure mal, mais la colère agricole n'est pas du tout retombée et vous dites on va droit dans le mur parce qu'il va y avoir la signature du Mercosur. L'Italie, désormais, ne mettra plus son veto, donc l'accord va être voté. Les agriculteurs préparent leur montée sur Paris. Effectivement, c'est un mur qui s'annonce face au gouvernement, celui de la colère des paysans, parce que les crises se multiplient, les réponses ne satisfont pas. Et je vais vous dire, je suis pas très optimiste, parce qu'au fond, c'est d'abord un grand malentendu entre une population désespérée, dans une forme d'épuisement ontologique, et un pouvoir qui se veut plus rationnel et qui est soumis à des règles collectives. Et ce malentendu n'a peut-être pas de solution pérenne, parce que la question paysanne est devenue une question plus existentielle, pas seulement de normes ou de réglementations à la marge. Alors revenons sur les deux principales préoccupations, on les connaît, l'épidémie de dermatose nodulaire, l'épizootie qui touche les bovins, et l'inquiétude devant la concurrence du Mercosur. Bon, s'y ajoute aussi le faible cours du blé, la détresse des viticulteurs, le tout sur fond de négociations complexes sur la PAC. Et dès jeudi donc, il faut donc s'attendre à une arrivée de tracteurs et des cortèges aux abords de la capitale. Alors d'abord la dermatose nodulaire, que veulent les syndicats? La fin de l'abattage total des troupeaux. C'est la solution prônée par les spécialistes depuis le mois de décembre. C'est la solution, mais la coordination rurale, le deuxième syndicat, est en pointe contre cette solution, et les campagnes de vaccination sont organisées, mais la maladie subsiste dans certains départements comme l'Ariège. Les élus locaux d'Occitanie sont très découragés. Ils demandent le confinement et un abattage partiel dans les troupeaux déjà vaccinés. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un malaise d'abord très profond, avec un retour du discours anti-science, parfois même aux limites du complotisme, comme aux meilleures heures du Covid. Et il faut rappeler pourtant que les règles de gestion de la crise sanitaire avaient été acceptées dans un premier temps par tous les syndicats qui s'étaient d'abord rangés aux arguments scientifiques avant de changer d'avis sous la pression d'une base nourrie aux contre-vérités. La coordination rurale affirme par exemple que l'Italie, l'Espagne ou la Grèce touchées par la maladie n'avaient pas procédé à l'abattage total, ce qui est complètement faux parce que la Grèce avait réussi à éradiquer la maladie en 2018 grâce à cette formule des abattages totaux. Mais aujourd'hui, c'est devenu inaudible car certains agriculteurs français par désespoir cèdent aux sirènes les plus démagogiques. Écoutez le représentant de la coordination rurale. De toute façon, à Paris, on y montera quoi qu'il en coûte. Voilà, on n'y va pas pour de la violence, on veut monter de façon pacifique et pour vraiment expliquer à nos parlementaires qui nous trahissent globalement tous depuis 40 ans. Alors l'autre fond très sérieux est là porté plutôt par les jeunes agriculteurs et la FNSEA, c'est l'opposition au traité du Mercosur. Et là aussi, le malentendu est profond. Jusqu'à présent, la France était soutenue par l'Italie, mais vous l'avez dit, Rome est désormais prête à donner son feu vert. La Commission est d'ailleurs très pressée de signer. Ça peut être fait dès lundi prochain au Paraguay, lundi 12 janvier. Et face à ces colères, le gouvernement veut donner des gages. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a envoyé une lettre hier annonçant qu'il demanderait l'amplification des contrôles sur les produits arrivant de l'extérieur et ne respectant pas les normes sanitaires et phytosanitaires imposées par Bruxelles aux producteurs européens. Globalement, d'ailleurs, Bruxelles, pour convaincre l'Italie et la France, s'apprête demain, lors d'une réunion exceptionnelle, à faire une nouvelle concession, c'est-à-dire l'activation des clauses de sauvegarde si le cours de certains produits jugés essentiels et jugés sensibles, évidemment comme les bovins, enfin la viande bovine, mais aussi d'autres, les œufs et d'autres, sont trop déstabilisés par les importations sud-américaines. Mais ça ne change rien, le scepticisme est très fort et il règne chez les syndicats qui sont évidemment dans une forme de concurrence et même de surenchère. Écoutez le représentant des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, on contrôle à peu près 1% de ce qui rentre sur le territoire européen. Si on fait un gros effort, qu'on en contrôle le double, on contrôlera 2%. Et donc, on sera toujours loin de l'objectif d'endiguer tout ça. Voilà, et la surenchère, elle touche aussi la classe politique qui surfe sur le mécontentement agricole. Et de la même façon, un certain nombre de partis politiques ne veulent pas entendre les discours rationnels. Il y a des secteurs économiques qui sont demandeurs de cet accord du Mercosur. Et face aux tarifs douaniers états-uniens, c'est objectivement un débouché que l'Europe ne peut pas se permettre de négliger. Les laitages, les vignerons. Bien sûr.
Mais le résultat, évidemment, beaucoup de secteurs, et alors c'est pas seulement la France, évidemment, ce sont les autres pays, dont l'Allemagne, bien sûr, qui sont demandeurs. Bon, résultat, c'est que jusqu'au Salon de l'agriculture de la mi-février, on peut prévoir que la question agricole va rester au centre des sujets très complexes pour le gouvernement. Et encore une fois, je suis pas optimiste, le dialogue de sourds va se poursuivre. Oui, et c'est des crises dures, à côté desquelles les crises politiques paraissent presque... C'est une crise de fond, c'est une crise existentielle, c'est une crise Est-ce qu'il n'y a pas un rôle des médias aussi qui insistent systématiquement dans ce genre d'accord sur les quelques-uns qui vont y perdre? Et c'est vrai que pour les éleveurs, c'est un risque, même s'il y a des plafonds, par rapport à tous ceux qui peuvent y gagner. On se souvient que l'accord avec le Canada, finalement, a donné lieu à un boom des exportations vers le Canada, par exemple. Les médias, je ne sais pas. Moi, ce que je crois vraiment que c'est un rôle des responsables politiques qui, dans leur ensemble, acceptent de dire aux agriculteurs: il y a des boucs émissaires à aller chercher ailleurs. Le bouc émissaire, c'est le Mercosur. Le problème de l'agriculture française, il est un problème de compétitivité vis-à-vis de nos voisins européens. C'est vis-à-vis de nos voisins européens que la balance commerciale s'est dégradée. Alors l'Espagne, les Pays-Bas. Alors on peut aller chercher, les fraises espagnoles, les bovins néerlandais, etc. On peut aller chercher des explications, mais c'est notre grande manie habituelle. On va chercher des boucs émissaires un peu lointains, et comme ça, tout le monde se dit tranquille. Eh ben non, voilà. Le résultat, c'est que à la fin de la course, eh bien, la France se retrouve assez seule. Vous imaginez qu'il y a 22 pays européens, 22 gouvernements européens qui se disent: tiens, je vais empoisonner mes concitoyens avec de la viande qui vient d'ailleurs, qui est absolument épouvantable, etc. Vous imaginez qu'ils se réveillent comme ça? Non, c'est que nous sommes un peu... Il y a quelques garanties nouvelles qui commencent à être données. Nous mentons à nous-mêmes. Nous nous mentons à nous-mêmes. D'autant plus que, quand tu regardes le bovin, et je termine là-dessus, les bovins là-dessus, aujourd'hui, les importations de bovins venus de l'Amérique latine, il y en a très peu qui viennent en France. Ils viennent en Allemagne, ils viennent un peu en Espagne, et ils vont aux Pays-Bas. Donc il n'y en aura pas tellement plus demain. Mais à force d'avoir menti, on est dans le mur, non par les routes. Comment on en sort? Il faut dire la vérité, et c'est pas le moment. Vous voyez, on n'est pas à une époque de vérité là. On est à un an de la présidentielle dans une situation politique totalement, on patauge. Donc en fait, on va pas dire la vérité. Et donc ça va durer. C'est pour ça que je pense que on a toutes les raisons d'être assez pessimiste. Mais malgré tout, il faut noter que la Commission donne des gages, des clauses de sauvegarde qui pourraient être activées si vraiment il y a un déséquilibre, etc. Il y a quand même des efforts. La pression, ça marche un peu, mais on passe d'1% à 2%, c'est pas suffisant. Et de toute façon, c'est un problème de fond. Les agriculteurs sont dans une situation très difficile, et tant qu'on ne dit pas la vérité, on n'avancera pas. Dominique, votre parti pris économique, longtemps le nucléaire a été montré du doigt parce qu'il y avait le grand carénage et que les centrales produisaient peu et que l'EPR fonctionnait mal. Et là, vous dites, le nucléaire est au sommet en France. Voilà, exactement. Les mauvaises nouvelles sont assez fréquentes en ce moment. Il y en a une bonne. C'est que il fait froid. On a une vague de chaleur qui est la plus forte depuis une quinzaine d'années. Et il n'y aura pas de blackout. Et non seulement il n'y aura pas de blackout, mais en plus, il n'y aura pas... on va pas nous demander de nous mettre à 19 degrés ou 18,5 dans les appartements et la nuit à 17, parce qu'il y a suffisamment d'électricité. Alors vous évoquez les années passées. En 2022, on se souvient de la fameuse corrosion sous contrainte qui avait atteint le parc nucléaire. Objectivement, aucun de nous sur le plateau ne saurait expliquer très précisément ce qu'était la corrosion sous contrainte. Mais toutes nos centrales... Problème de soudure. Problème de soudure et de coude. Toutes nos centrales étaient en rade, et il y avait eu beaucoup de campagnes, il y avait eu des alertes, des menaces de délestage. Alors, on avait ressorti même, d'ailleurs, on s'en souvient, les images de 1978, où il y avait eu un vrai blackout. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Nous avons 49, alors à l'heure où nous parlons, en tout cas c'était vrai il y a 2 heures, nous avons 49 réacteurs nucléaires qui fonctionnent en ce moment, qui sont en production sur 57. Le chiffre de 57 est intéressant parce qu'on avait ces dernières années, après la fermeture de Fessenheim, on était passé à 56, là c'est Flamanville. Donc, y compris Flamanville, nous avons 49 réacteurs sur 57 qui tournent à la seconde où nous parlons, et donc ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Ils tournent, et ils tournent bien.
nous avons un volume de production nucléaire qui en 2025 est remonté, on va voir la courbe, à des niveaux tout à fait satisfaisants, au plus haut depuis 2019. Alors c'est pas les chiffres d'il y a 10-15 ans, mais nous sommes remontés à 365 à 375 TWh. C'est très bien, franchement, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi ça a baissé en 10 ans ? Alors ça a baissé parce que vous avez des centrales auxquelles, après Fessenheim, il a fallu adapter pour remettre de la sécurité. Et puis il y a eu, effectivement, disons de 21 à 24, il y a eu tous ces travaux, la corrosion sous contrainte, etc. La production est tellement bonne qu'on en exporte une bonne partie. On a battu un record, la France a battu un record en 2025, on a exporté 92 TWh et ça a rapporté à notre balance commerciale plus de 5,4 milliards d'euros. Écoutez, c'est pas négligeable, alors qu'on est en déficit à peu près permanent. Alors, est-ce que tout va bien pour autant ? Non, pas tout à fait. Il y a quand même un certain nombre de bémols à mettre. Il y en a 2. Mais vous allez voir, ils sont surmontables. Le premier bémol, c'est que notre parc nucléaire vieillit et qu'il va falloir remplacer ces centrales qu'on prolonge jusqu'à 60 ans, mais il y a un programme de 6 réacteurs nouveaux qui doivent être mis en place, et ça va prendre un certain temps. Et on a un problème de soudure entre la fin des vieilles centrales et le début des nouveaux réacteurs. Mais on entend dire qu'aux États-Unis, une centrale nucléaire, ça va jusqu'à 80 ans et même 100 ans maintenant. Ça ira peut-être, mais après, ça devient, à force de faire des réflexions, ça finit par être coûteux quand même. On a 6 réacteurs nucléaires qui sont programmés. Il faut reconnaître que les derniers mois, les nouvelles n'ont pas été exceptionnelles. Il y a déjà des petits retards. Les Échos en donnaient l'indication il y a quelques semaines. On va, je crois, voir, voilà, déjà à Penly, il y a un retard de 2 ans sur, vous savez, les autorisations, etc. Donc c'est 2038 maintenant. Bon, alors quand on dit 2038, chacun se dit oui, c'est 2048. On a toujours un petit doute là-dessus. Donc attention, il faut que le gouvernement nous précise assez vite. Vous savez que la programmation pluriannuelle de l'énergie est attendue depuis 2 ans. On ne la voit pas venir. On sait que sur le plan financier, on ne sait pas très bien d'où va venir l'argent. Premier bémol là-dessus. Le deuxième bémol, c'est que cette production nucléaire, est-ce qu'elle va être consommée ? On a un souci qui est que la demande d'électricité n'est pas suffisante. Alors, vous allez me dire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a de l'efficience et des économies d'énergie. Ça veut dire aussi qu'il y a un peu de désindustrialisation. Et puis, ça veut dire que le basculement vers l'électricité ne se fait pas suffisamment vite. Et on revient à un sujet bien connu, l'électrification du parc automobile, qui est trop tardive, trop lente, et le remplacement des chaudières à fioul par les pompes à chaleur ou des chaudières à gaz par les pompes à chaleur prend un peu de retard. Or, on attend. L'électrification, c'est la décarbonation. L'électricité en France est à 95% décarbonée. Mais David, ça n'est pas, c'est la décarbonation et c'est tout à fait essentiel. Mais c'est aussi reconquérir notre souveraineté vis-à-vis de la dépendance aux hydrocarbures. Et on voit dans le monde très instable que nous avons que le pétrole est une denrée tout à fait essentielle. Ce que l'on attend, c'est que le gouvernement nous présente d'ici quelques jours, quelques semaines, un grand plan d'électrification. Manifestement, ça rame un peu, ils cherchent des mesures, ils ne trouvent pas, et donc... Donc les usines, les voitures, les chaudières... Exactement. Comment encourager les Français ? Est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, est-ce qu'on fait la gratuité des péages sur l'autoroute pour les voitures électriques ? Est-ce qu'on donne des aides spéciales pour aller plus vite sur les pompes à chaleur ? On sait qu'il y a un outil industriel à construire, donc c'est à la fois, et c'est ma conclusion, c'est à la fois une très bonne nouvelle, et donc félicitons les ingénieurs. Et surtout, même journalistiquement, vous savez, en 2022, on était tous quasiment à faire des papiers. C'est fini le nucléaire, c'est terminé, on passe à autre chose. Il faut avoir un peu de distance, de temps, de longueur historique. Quelques années plus tard, on trouve qu'il fonctionne relativement bien, mais il ne faut pas relâcher l'effort. 2025 aura marqué, je crois, en Norvège, le cap des 99% ou 100% de voitures électriques. Ouais. On est en retard. Hein. Voilà, c'est 6 millions d'habitants ou 7 millions. Et attendez, il y a la Norvège, mais quand on regarde la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, en Belgique, c'est pas loin de chez nous, en Belgique c'est 35% dans les voitures neuves. Donc nous sommes un peu plus proches malheureusement de l'Europe du Sud sur ce plan-là. Vous me direz, et vous aurez raison de me le dire, ils n'ont pas de constructeurs automobiles. C'est plus facile aussi. Amnous, alors c'est une Amnous un peu agacée, mais vous êtes assez souvent agacée, il faut bien le dire, Amnous. C'est la faute des autres. Hein. Quand vous observez le grand monde. Agacée par l'indignation sélective, ce que vous appelez l'indignation sélective en matière
de droit international. Vous faites référence, bien sûr, aux protestations après l'opération de Caracas. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de posture morale confortable dans cette histoire. Et effectivement, je suis pénétrée d'un énorme doute. C'est l'enlèvement de Nicolás Maduro par les forces américaines. Alors là, il faudrait être idiot pour pas voir que ça viole indéniablement le droit international. Mais cette violation n'est pas une raison suffisante pour oublier 26 ans de souffrance infligée au peuple vénézuélien. Il faut le répéter à chaque fois. Et la réponse, forcément, à cette question, c'est d'aller au-delà du bien, du mal, des postures confortables et d'affronter, parce que toute vérité est inconfortable, on en parlait pour les agriculteurs, c'est le respect formel de l'état de droit a souvent servi de paravent à l'inaction complice face aux pires atrocités. Donc concrètement, on peut résumer très vite parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est quoi 26 ans de chavisme ? 26 ans de chavisme, c'est 8 millions d'exilés sur 28 millions d'habitants. C'est 95% de pauvreté, c'est une répression sanglante, c'est la famine, c'est l'effondrement des services publics, c'est une espérance de vie en chute libre, une mortalité infantile en hausse et des maladies éradiquées à 100% qui sont soudain réapparues, d'où la hausse de la mortalité infantile. Le chavisme a transformé le pays le plus riche d'Amérique latine en un État failli où des millions de personnes meurent de faim. Et cette catastrophe économique, c'est pas un coup du sort. C'est le résultat d'un choix, c'est une gestion économique désastreuse, marquée par la nationalisation massive, la corruption endémique, les contrôles des prix, l'hyperinflation et la dépendance totale à la rente pétrolière. Vous allez me dire, ah mais c'est le malheur de l'or noir. Bah oui, mais on est un petit peu au courant, donc on pourrait le juguler. C'est pas comme si on le découvrait. La Norvège d'ailleurs s'en sort très très bien. Et Maduro, et c'est ça, en fait, moi qui m'a mis en colère, c'est que dès sa chute, j'ai pensé à la fraude électorale de 2024, de juillet 2024. Tout le monde était unanime pour dire que c'était une fraude. Mais on a aussi oublié de rappeler que le lendemain de l'élection, mais genre 24 heures après, il a envoyé ses milices, et vous savez, les fameux collectivos des groupes armés, il y a plein de milices comme ça pro-gouvernementales. C'était l'opération Thun Thun, qui veut dire toc-toc, frapper à toutes les portes des opposants, des surveillants du scrutin pour les arrêter. Il y a eu en moins de 8 heures, genre plus de 2000 arrestations et des gens qui ont disparu. Et même d'après Human Rights Watch, avec qui je suis pas toujours d'accord, les violations sont intensifiées, atteignant des niveaux de violence sans précédent. Et alors là, on y allait dans le discours. C'est un scandale, cette élection volée aux tribunes de l'ONU. Tous ceux qui aujourd'hui sont choqués par Maduro, alors là, ils y sont allés joyeusement, une catastrophe, etc. L'Union européenne, comme les États-Unis, n'ont pas reconnu Maduro comme président. Ben non, personne. Donc il était complètement illégitime. Donc, j'allais dire, c'est qui a commencé le premier ? C'est lui qui a violé le droit international et son propre droit. Et petite cruelle ironie, parce que j'y tiens, c'est, vous savez, donc sur ces 8 millions de Vénézuéliens qui ont dû immigrer par la faim, la peur, la répression, beaucoup sont réfugiés aux États-Unis. Et la cruelle ironie, c'est qu'ils ont nourrit le discours anti-immigration de Trump qui a accéléré son retour au pouvoir pour une raison toute simple. Au contraire des communautés colombiennes et cubaines qui sont installées depuis longtemps et qui ont créé un système de solidarité, les Vénézuéliens qui ont débarqué, ils n'ont pas bénéficié de ça. D'une part parce que c'est une immigration qui est assez neuve et une immigration extrêmement bourgeoise et élitiste. Donc quand ces Vénézuéliens très peu installés à Miami, dans des oasis très confortables, ont vu arriver ces hordes de Vénézuéliens pauvres, ils ont vu des criminels, je dis texto ce qu'ils ont dit, des criminels à la mentalité socialiste. Donc ils n'ont pas aidé. Donc c'était à l'État, qui est quand même, on n'est pas en France, on est aux États-Unis, qui a dû essayer de résorber cette arrivée massive de Vénézuéliens, ce qui n'a pas été le cas et ce qui a nourri la crise migratoire. Vraiment cruelle ironie. Mais Abnouz, est-ce qu'on peut pas dire les deux choses ? Oui, Maduro était un infâme dictateur, et oui, cette opération est parfaitement illégale. On peut le dire, mais on doit le dire, et je l'entends pas assez souvent. Je vais vous dire la vérité, c'est que c'est pas, je vais pas défendre l'Afghanistan, l'Irak ou la Libye. Ça a été 3 désastres d'intervention, et que le résultat a été équivalent ou pire à ce que ça a été. Pour l'Afghanistan, je pense qu'on est allé pire dans le talibanisme. En Irak, on sait toujours pas à quoi ressemble ce boogie-booga. Et la Libye, c'est une zone de non-droit absolu, que ce soit en trafic humain ou en trafic d'armes. Mais, par contre, je rappelle pour les distraits qu'entre 2011 et 2021, au moins 306 887 civils syriens ont été tués par Bachar el-Assad et ses alliés. 91% exactement ont été tués par le régime Assad. Et l'inaction de la communauté internationale, on a eu des justifications au nom du droit international et le veto russe qui traîne toujours un peu par là, d'où le fait qu'on peut même plus compter sur les instances internationales dont tout le monde se gargarise aujourd'hui, a permis quand même à Assad de méthodiquement massacrer sa population. Et que personne ne vienne me dire que si on était intervenu en Syrie en 2011-2012, on aurait quand même eu plus de 300 morts civils. Donc là, le droit international a quand même été du côté du bourreau qu'on a laissé faire.
Donc là, j'ai un sérieux problème. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est respect ou violation de l'état de droit ou une question de responsabilité? Vous savez, ce terme qu'on n'aime plus du tout parce qu'il arrange personne. Est-ce que une responsabilité de conséquence? Parce que ceux qui condamnent l'intervention américaine au nom du droit international doivent assumer la responsabilité morale de laisser Maduro au pouvoir et de le laisser affamer sa population. Mais ceux qui soutiennent l'intervention trumpienne et l'arrestation de Maduro, eh ben quelque part, ils ont la responsabilité de ce qui doit arriver après au Venezuela pour éviter que ça tombe dans le chaos. Il n'y a pas, je dis, de position confortable morale dans cette histoire. Soit vous mettez la souveraineté des États au-dessus de tout, et dans ce cas-là, tant pis pour la population. Si la souveraineté de l'État, c'est Maduro, il fait ce qu'il veut chez lui, c'est ses frontières, s'il veut tricher aux élections, et s'il y parvient, bingo, il a gagné, adieu population. Soit vous mettez le bien-être, la démocratie au-dessus des États, de la souveraineté des États, et dans ce cas-là, vous acceptez de piétiner l'état de droit international pour aller sauver des pauvres gens. Et vous êtes de quel côté, Abnous? Moi, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que pendant 26 ans, on a regardé le Venezuela couler en disant « Oh là là, c'est vraiment mal », qu'à chaque fois qu'il y avait des pics de famine ou des pics d'arrestation, on trouvait ça scandaleux, et que quelque part, les mêmes qui trouvaient ça scandaleux et qui se gargarisaient dans les tribunes en disant à quel point c'était horrible, ils sont horrifiés devant l'arrestation de Maduro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que va devenir le Venezuela aujourd'hui. Moi, Maduro, ça me fait plaisir qu'il soit arrêté. Je vais pas vous dire qu'en le voyant, j'ai applaudi, en le voyant arrêté des deux mains, et j'ai tout de suite visualisé Khamenei à sa place, ou Poutine, et j'étais très contente, ça me va. Par contre, ce qui me va pas, c'est si on abandonne le Venezuela au chaos, comme on a abandonné le Libye, l'Afghanistan ou l'Irak. D'où peut-être le fait de laisser, en quelque sorte, une forme de continuité avec une Delcy Rodriguez, la vice-présidente. Oui, c'est ça qui est nouveau, c'est la grande différence par rapport à la Libye, l'Irak et l'Afghanistan, c'est il essaye en fait une méthode qui rappelle les traités inégaux. C'est ça. C'est-à-dire, on laisse le pouvoir, mais en fait, on va vous saigner. Non, mais on va vous surveiller aussi de près, parce que vous entendez aussi des Vénézuéliens exilés qui disaient non, mais de toute façon, les Américains veulent pomper nos richesses, mais jusqu'à maintenant, c'est la Chine, Cuba et l'Iran qui le font. Donc, à la limite, autant que ce soit les Américains, ça fait plus longtemps qu'on les connaît. On a vu qu'il faudra investir 100 milliards de dollars pour maintenant, remettre tout ça à flot. On n'y est pas encore. C'est que vous savez, quand on a placé Hamid Karzai à la tête de l'Afghanistan après la première intervention américaine à l'ORE après 2001, ça a été un désastre, ça a été une corruption endémique. Donc, je pense qu'il y a l'espoir, c'est l'après. Maintenant, soyons conséquents. Route. Mais notre responsabilité, c'est de faire pression pour que la démocratie revienne au Venezuela. C'est le seul. Et pas dans les projets de Trump. Mais je sais, c'est tout le problème. C'est pour ça que c'est très difficile. Évidemment. Personne ne pleure Maduro, sauf, attendez, j'ai vu un Jean-Luc Mélenchon. Oui, voilà. Et Mathilde Panot ce matin qui n'a pas réussi à dire que c'était un dictateur. Bon, il y en a qui le pleurent, mais ceux-là, ils ont tort. C'est plus que ça, hein. C'est qu'ils révèlent un aspect d'eux-mêmes qui est intéressant à connaître pour les Français quand même. Mais en revanche, la pression et le discours européen doit être sur la démocratie, sur l'après, sur maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait des élections au Venezuela. Il faut que les démocrates reviennent au Venezuela. Et c'est notre seule possibilité, notre seul message. C'est la seule chose sur laquelle on est encore capable d'aller surveiller des élections. Il faut condamner Trump, bien sûr, il faut condamner cette opération illégale, mais non, maintenant ce qu'il faut dire, c'est aidons au retour de la démocratie au Venezuela. Merci à vous trois pour ces partis pris animés, mais comme tout débat, et de façon si courtoise. Merci à vous de nous avoir suivis.